il a souvent raison. Je peux y aller? Merci Bruno. Donc, je vais vous parler de SpyMail et de Deep Learning. Je vous propose de déchirer le voile du réel et de faire une plongée dans ce qui pourrait être le futur de l'oubli. Donc, l'emailing est un écosystème fragile qui subit une très lourde pression. Son environnement, ses ressources et ses utilisateurs sont surexploités. Les filtres ne suffisent plus à endiguer tous les déchets. Les mauvaises habitudes persistantes font planer de graves menaces et le système sature. Sommes-nous proches d'une extinction de masse, de la fin de notre système? Vous êtes acteurs de cet environnement. Ne restez pas les bras croisés, agissez et sauvez le système. Évoluez ou éteignez-vous. Bon, ça se veut une intro un peu punchy pour que tout le monde soit bien concentré. Mais il y a effectivement deux menaces qui planent sur l'emailing aujourd'hui. Des menaces pour lesquelles on n'a pas nécessairement vraiment conscience aujourd'hui, surtout nous en tant que marketeurs. Donc ces deux menaces, c'est premièrement le couple Artificial Intelligence plus Deep Learning. Les deux, quand ils fonctionnent ensemble, ils vont être dramatiquement efficaces pour nous. Et ensuite, on a les SpyMail. Donc, sur tout ce qui est AI plus Deep Learning, moi j'en ai pris conscience en octobre 2018, à Brooklyn, lors d'une séance du MOG, où on a eu une présentation d'une expérience faite par Microsoft. Et là, ils nous ont montré les résultats de leur AI qui a tourné sur leur mail pendant quelques mois. Et ils ont laissé vraiment l'AI totalement libre de pouvoir apprendre. Et les résultats étaient vraiment inattendus. Moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est que ça allait nous dézinguer. La deuxième étape, c'est en février de cette année-ci, une communication de Google. Donc, Gmail, c'est 1,5 milliard de mails, et il bloque déjà 99,9% des emails. Donc, ils ont annoncé utiliser TensorFlow, qui n'est pas une IA, mais qui est un outil de deep learning. Et ils l'ont utilisé sur leur serveur pour bloquer le 0,1% restant de spam. Et résultat, c'est 100 millions de spams bloqués par jour en plus. Et ces spams bloqués étaient des spams bien particuliers, puisque c'est ceux qui arrivaient encore à passer entre les mailles du filet. C'est-à-dire ceux qui gênaient, ennuyaient les utilisateurs de Gmail. Donc, pour expliquer ce qu'il y a dans nos boîtes, dans la partie inbox, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé le spam, il reste une toute petite partie de mails désirés et une grosse masse, que moi j'appelle le grey bulk, qui est la masse d'emails dont la désirabilité et la légitimité n'est pas clairement définie. C'est pour ça que c'est du grey bulk. Donc, ce grey bulk, c'est constitué de quoi? De grey mail et de grey spam. Les grey mails, on connaissait déjà, hein, c'est les messages légitimes du point de vue de la loi, mais non désirés, ou dont la réception ne se fait pas au moment opportun. Et l'autre partie, c'est du grey spam. Et ça, c'est peut-être un petit peu nouveau. Donc, ce grey spam, c'est quoi? C'est des messages qui sont illégitimes et non consentis. C'est du vrai spam, mais qui essaie de se faire passer pour des vrais mails. Et c'est pour ça qu'il passe aujourd'hui encore entre entre les mailles du filet plutôt. Donc le grey bulk, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont eu leur intelligence artificielle qui a tourné. Donc, pour l'utiliser, pour en parler plus facilement, je l'appelle DeepIA, ce sera plus rapide. Et donc ils ont fait tourner DeepIA, tourner, jusqu'à ce qu'elle crache les premiers résultats. Et on a eu des premiers grey mails acceptables qui sont sortis. Donc c'est des grey mails, mais pour lesquels les gens ont quand même montré un intérêt. Donc c'est pour ça qu'ils sont encore un petit peu verts. Après, on a des grey mails, donc qui restent des mails légitimes, mais que moi j'appelle le grey mail what the fuck. C'est qu'est-ce que ça fout dans ma boîte? Je ne l'ai jamais demandé, et ça vient vraiment me faire chier. Et après, on a du grey spam, donc des vrais spams, sur des adresses auxquelles je ne me suis jamais inscrite, dans des bases dans lesquelles j'ai pas à être, mais qui envoient quand même des mails qui ressemblent à des mails de prospection B2B. Si on le regarde, ça peut ressembler à du vrai grey mail, mais c'est du spam. La frontière est ténue entre les deux.
Donc ça c'est un exemple par exemple de ce que j'ai reçu. Donc c'est une boîte estonienne qui fait du marketing, et dans le footer, elle est membre du CPA. Donc quand j'ai appelé le CPA pour savoir ils sont vraiment membres du CPA, ces gens-là qui m'importunent. Je fais ah non, ils ont juste signé la charte. Mais bon, c'est souvent que les signataires, ils se font passer pour des membres. Oui, mais ça va pas. Bon, donc là, c'est quoi? C'est du gré mail ou du gré spam? Deuxième cas, vous avez souvent reçu des mails comme ça, où je suis enregistré sur une liste de diffusion, là c'est MUT 36E, puis après je reçois un mail, c'est MUT 37E, puis 38F, 39F. C'est pas la seule, hein, parce que j'ai aussi une newsletter DAI 23, 25, 26, 27, et ainsi de suite. Elle porte bien son nom, parce que chaque fois que je reçois cela, c'est DAI. Donc ça, c'est quoi? C'est du gré mail ou du gré spam? Ben, c'est du gré spam. Pourquoi? Parce que c'est arrivé sur des spam traps chez moi. Ces mails-là ne sont absolument pas légitimes, mais ils ressemblent à la plupart des autres mails que je reçois. Il y a 2 ans, petit retour en arrière, on avait quand même bien rigolé lors de ma conférence « Le pire de ma boîte spam ». Et pourquoi on avait bien rigolé? Parce que bon, il y avait quelques exemples qui étaient rigolos, mais également parce que, à posteriori, on s'est rendu compte qu'il y en a qui étaient présents et dans la salle et sur les slides. Et qu'est-ce qu'il fallait retenir de ça à l'époque? Simplement, ne travaillez pas avec n'importe comment, avec n'importe qui. Il y a 2 ans, je vous disais déjà, attention, c'est important. Il y a un coup de bâton qui va arriver. Bon, il y en a beaucoup qui ont rigolé, qui n'ont pas changé leur comportement pour autant, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va passer à une autre étape, qui est la pêche au spam. Diplia pêche le spam, intensément, massivement, impitoyablement. C'est une IA, c'est un Terminator. Il n'est pas là pour faire dans la dentelle. Donc, si tu veux pas te faire attraper, si tu veux pas être pris dans les mailles du filet et puis être bêtement en train de crier « Je suis un dauphin, je suis un dauphin, je suis un dauphin !» Je suis pas un spam. Ben non, t'es pas un dauphin. Si t'étais un dauphin, tu traînerais pas avec les macros et les morues. Si t'étais vraiment un dauphin, tu finirais pas en boîte. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il y en a plein qui crient « Je suis un dauphin », mais quand on regarde, c'est pas des dauphins. Donc, le but de Diplia, c'est quoi? Ce Terminator, son but, c'est la satisfaction de l'utilisateur pour la gestion de sa boîte mail. De l'utilisateur, en gras et souligné. Autrement dit, ils ne sont pas là pour le marketeur ni pour l'annonceur. Diplia n'en a, je m'excuse, rien à foutre de vous. Il est là pour la satisfaction de l'utilisateur. Et ce qui va être important, ça va être le comportemental. C'est une des clés de ce qui va arriver ensuite. Donc quel est le devenir d'un email non désiré? C'est simple. Un email non désiré, il n'est pas ouvert, il n'est pas cliqué, il est supprimé. Quand vous avez des spams qui rentrent, vous les jartez, c'est normal. À ce moment-là, l'outil enregistre une absence de comportemental et c'est juste enregistré. Si par contre vous ouvrez un mail, que vous le cliquez ou pas, et que ensuite vous le supprimez, là l'outil va enregistrer un mauvais comportemental. Ce qui est totalement différent d'une absence de comportemental. Parce que derrière, c'est une IA qui va réfléchir. Et si en plus, ce mail-là, quand vous l'avez ouvert puis supprimé, d'habitude, les mails que vous ouvrez, vous ne les supprimez pas, c'est juste une catastrophe pour vous. Pourquoi c'est important le comportemental? L'IA, c'est comme les règles des spams, il y a plein de filtres, il y a plein de règles. Il y a plusieurs milliers de règles qui vont s'appliquer. Et l'IA, elle va connaître ton comportement. Donc si jamais tu modifies négativement ton comportement, elle va analyser le mail pour comprendre pourquoi tu as mal réagi. Et elle va essayer de corréler ça avec l'acceptation ou le rejet d'autres utilisateurs, parce qu'on est sur un écosystème et elle a la main sur tout l'écosystème. Et donc du coup, si elle voit que la communauté rejette massivement un email, elle va essayer de trouver un pattern pour identifier les emails négatifs. Et une fois qu'elle a identifié les acteurs qui font ces mails négatifs, elle peut les sanctionner. En quoi ça nous concerne? C'est simple, c'est appliqué au niveau d'un écosystème complet. Alors aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, vous pouvez dire, moi j'en ai rien à foutre. Si la Terre commence à cramer, même si vous ne vous sentez pas concerné, ça va quand même vous impacter. Aujourd'hui, on est à l'échelle d'un écosystème, donc si ça ne va pas, c'est grave, y compris pour vous. Et en plus, en laissant le temps à l'IA d'apprendre, elle est capable de filtrer correctement tous les spams. C'est ce que, avec la machine de deep learning de Gmail, ils arrivent à faire. Et après,
le next step, c'est ça filtre aussi les mails marketing et commerciaux. Les mauvais mails marketing et commerciaux. Il y a 2 ans, on parlait également des 10 commandements intemporels de l'emailing. Et dans ces 10 commandements, il y en a 2 qui étaient importants. C'est le 2, respecte ton prochain comme toi-même. Et le 3e, que ton message lui apporte de la valeur ajoutée. Et pourquoi c'était important ça? Parce qu'en fait, les emails qui sont bloqués par Diplia, ils sont ni cliqués ni désirés. Donc en fait, vous n'apportez rien aux gens, vous n'apportez pas de valeur ajoutée. Et à ce moment-là, eh ben, il n'y a pas de comportemental. C'est des choses qu'on sait déjà aujourd'hui, hein, si on veut vraiment regarder ce qu'on fait. Et donc, ça va présager d'une mauvaise qualité globale de la communication et de votre stratégie emailing. Et alors là, attention, je ne peux pas le mettre plus gros, j'ai pas mis la sirène des warnings, mais attention, c'est gros, c'est rouge, ça clignote, le système change. Aujourd'hui, les règles du jeu vont vraiment être bouleversées avec cette arrivée de Diplia. Les nouvelles règles du jeu, c'est quoi? C'est, tu as des prestataires borderline, de mauvaises pratiques, la machine, elle l'intègre automatiquement. C'est répétitif, systématique, c'est multisource. Pas de problème. Vous êtes identifié comme un élément négatif. Vous allez être éliminé. Diplia, c'est Terminator. C'est une analyse froide et factuelle. Elle n'y a pas d'humain, elle regarde les choses et elle réagit en fonction. Donc si, pour Diplia, elle voit comme paramètre, si ça a comme paramètre la couleur, l'odeur et le goût de la merde, c'est pas du dauphin. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Parce que ce qui va se passer est vraiment dramatique. Si vous êtes pris pas pour du dauphin, ça veut dire que vous ne serez plus en boîte. Donc attention aux mauvaises pratiques. Les programmes marketing qui vont être sensibles par rapport à ça, c'est les newsletters. Parce qu'encore aujourd'hui, trop souvent, les newsletters, il n'y a pas assez de valeur ajoutée qui est poussée dedans. Donc quand la newsletter elle est reçue et que ça n'intéresse pas les gens, vous n'allez pas gérer le comportemental et puis bon, vous avez compris la suite. Les programmes marketing sensibles, c'est l'acquisition. C'est très très sensible. Et le marketing automation. Pourquoi? C'est pas le marketing automation qui est problématique. C'est que si le contenu de votre marketing automation ne génère pas de comportemental, ben vous allez creuser automatiquement. Parce que ça tourne tout seul, le marketing automation. Ça sert à ça. Donc les mauvaises pratiques, en fait, la machine va les voir, les retenir et les sanctionner. Donc, pour bien comprendre l'impact du marketing automation avec Diplia, il faut comprendre que le monde va se diviser entre 2 catégories. Tout le monde a compris la référence? Il y a ceux qui utilisent correctement le marketing automation et ceux qui creusent. Et vous faites en sorte de ne pas être celui qui creuse. Donc il faut prévenir marketeurs et annonceurs. Deep Learning plus Artificial Intelligence in Emailing égale Deep Eye. Parce que ça va profondément faire mal. Donc ça, c'était la première menace. La deuxième menace, c'est les spy mails. Donc dans l'emailing, il y a cette nouvelle menace qui arrive et qui risque de nous mettre totalement dans le noir. Donc, on va essayer de mettre un peu de lumière là-dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc les spy mails, en fait, ils risquent de rendre totalement inutilisables nos rapports statistiques. Mais il faut comprendre que nos statistiques sont déjà bancales. Donc les statistiques, c'est quoi? On va faire une petite parenthèse là-dessus. C'est le suivi des données importantes KPI, on en a un peu parlé lors de ces 2 jours-là, ces 2 jours-ci. Mais il faut savoir que la plupart des gens ne lisent que le rapport général. Pourquoi? Pour savoir si c'est bien parti, si c'est pas bloqué, s'il n'y a pas de problème technique. Il y a moins d'un marketeur sur 4 qui va vraiment aller regarder le détail des logs comportementaux. Et c'est bien dommage, hein, parce que dans ces logs, il y a des trucs qui sont vraiment bizarres. Qu'est-ce qu'il y a comme bizarrerie? Il y en a certains qui cliquent plusieurs fois sur les liens. Alors bon, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent avoir Parkinson, mais là, ils cliquent vraiment beaucoup. Il y a des clics systématiques sur tous les liens présents. Ben là aussi, c'est un peu bizarre, surtout quand ils cliquent dans le lien qui est dans l'enveloppe du mail. Donc quand ils cliquent sur tous les liens, ok, il peut y avoir des gens bizarres, mais s'ils cliquent également sur le list unsubscribe, là, il y a un problème. Il y en a certains qui cliquent sans jamais ouvrir les mails. Donc je ne sais pas comment ils font pour savoir ce qu'il y a dans les images, mais ils arrivent à cliquer quand même. Et il y en a qui arrivent à cliquer dès la réception du mail par le serveur. Donc ceux-là, ils sont à 6 h du mat devant l'ordinateur, les yeux explosés,
ils ont fait la fête à l'EMD, et puis ils cliquent directement sur ouvrir dès que le mail arrive. Donc tout ça, ça permet de comprendre qu'il y a des clics qui sont faits automatiquement et pas par des humains. Donc ça peut venir de quoi? Ça peut venir de certains outils qui sont installés chez le destinataire, Fast Downloader, des mises en cache anticipées pour pouvoir avoir les pages plus vite. Ça peut être des posts infectés, il y en a beaucoup. Et ces posts infectés, le comportement qu'ils ont, c'est que dès qu'un mail arrive, ils suivent tous les liens. Et ils essayent de spammer les liens en contact jusqu'à ce qu'ils puissent trouver d'autres machines à infecter. Donc ça peut venir également de solutions de protection informatique ou protection des boîtes mail, qui vont s'assurer que le contenu pointé est sain. Donc du coup, tout ça veut dire que l'exactitude et la représentativité des stats qu'on a aujourd'hui, globalement, elle n'est pas exacte. Il faut en avoir conscience. Je veux des coquelicots. Les écosystèmes sont fragiles. Les pesticides sont la nature, ce que les spams sont l'emailing. Un déséquilibre va forcément entraîner des conséquences. Et c'est toujours la même histoire qui se passe. Vous avez un déséquilibre qui va entraîner des conséquences, qui va entraîner une réaction du système, plus ou moins forte, et après, ça finit toujours par une sanction. Pour que tout le monde comprenne bien l'évolution, on va prendre un exemple avec la malbouffe. Si tu manges de la junk food tout le temps, tu vas finir obèse, aux urgences, et au final, tu vas mourir. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, on va regarder ce qui s'est déjà passé dans d'autres écosystèmes. Les sites web, il y avait trop de pubs, les gens ont saturé, ils en avaient marre des bannières, ils ont installé des anti-pop-up et des anti-bannières, et la sanction, c'est quoi? C'est que ça a été intégré en natif. J'ai plus de retour. Ça a été intégré en natif dans le système. Donc, intégré au browser directement. Avec les cookies, c'est pareil, le ciblage était trop intrusif. Les gens ont eu l'impression d'être du gibier. Et du coup, ils ont développé de la navigation furtive. Et aujourd'hui, on a le Do Not Track par défaut dans les navigateurs et dans les systèmes informatiques. Et enfin, dans l'emailing, on a envoyé trop de mails à une époque, les boîtes étaient pleines, les gens saturent, le niveau des filtres a monté, il a même commencé à exister le filtrage, le niveau monte, et au final, on n'a plus de délivrabilité, et on finit même en spam. C'est toujours la même histoire. Donc pourquoi le système évolue? Simplement parce que c'est ce que les gens veulent. Il y a aujourd'hui un réveil des consciences, ils veulent se réapproprier leur vie, y compris dans l'emailing, et il ne faut pas se leurrer, pour certains, bon il reste des moutons heureusement, mais pour certains, il y a eu un vrai réveil des consciences et un électrochoc lié au RGPD. Quand ils ont vu tout ce qu'on traquait sur eux, toutes les informations qu'on prenait sur eux, ils ont fait « Ah non, mais no way, c'est pas possible ». Donc la prochaine étape, ce sera quoi? Est-ce que ça va être un stop tracking des emails? C'est tout à fait possible. Donc je reviens au spy mail. Qu'est-ce que c'est un spy mail? C'est un email avec du code de tracking intégré ou caché. Donc pour obtenir des informations matérielles, logicielles, personnelles, comportementales et ou confidentielles. Donc dès qu'on reçoit, ou click ou forward, il commence à collecter des datas sur nous. Souvent à notre insu. Donc quelles datas collectez-vous déjà? Oui, vous déjà. Vous utilisez déjà des spy mails. Quand dans vos rapports de log, vous avez des informations sur l'IP, la localisation, le comportemental et des informations techniques qui vous permettent de savoir combien de pourcents vous avez de personnes en mobile, c'est déjà des datas qui sont prises par des mails qui sont considérés comme des spy mails. Alors je dirais que les ESP, les spy mails que vous utilisez, c'est plutôt gentillet. C'est pas ça qui est trop intrusif pour certains outils. Et donc généralement, la collecte se fait avec un webbug, un pixel de tracking que vous utilisez tous. Mais c'est pas la seule manière de collecter des informations. Donc quand on utilise un logiciel de spy mail professionnel, donc là c'est vraiment pour aller chercher de la data, c'est pas avec un ESP. Enfin, j'espère pas. Donc là on va avoir, pour que vous ayez une idée de toutes les informations qu'on va récupérer, IP et localisation précise, avec le reverse et avec le revert. Avec le reverse, je peux savoir quel domaine ou quelle société est venue surfer. Je vais avoir un comportemental horodaté pour toutes les actions que vous avez. Je vais avoir plein d'informations techniques, y compris l'ordi, l'OS, modèle, version, les pièces jointes acceptées. Je peux savoir sur votre ordinateur quelles sont les pièces qui peuvent être ouvertes directement dans le mail.
Et je peux avoir le référeur. Avec le référeur, je peux savoir quel est votre webmail et sur quel domaine vous vous connectez. Je peux suivre tous les emails forwardés. Vous forwardez l'email, je sais à qui vous l'avez envoyé, je sais où la personne est. On a un enregistrement, on sait si un mail a été enregistré, effacé ou imprimé, mais on le sait également pour les pièces jointes qui ont été mises dans le message. On sait s'il y a un focus qui a été mis sur le mail ou si on a perdu le focus. Donc, concrètement, si vous avez été sur le mail ouvert ou pas. Et on peut même savoir si la personne a regardé avec un petit peu d'intérêt ce qu'il y avait dans le header. Donc si je suis un pirate et que je trouve qu'une adresse regarde dans le header, c'est pas un maillon faible celui-là. Donc il faut savoir qu'avec les spy mails professionnels, souvent les firewalls ou les filtres anti-spam sont inefficaces. Pourquoi? Parce que c'est des mails que l'utilisateur veut lire, donc il ne les bloque pas. Et les spy mails prennent, on peut même dire volent des infos sans le consentement de l'utilisateur. Donc j'ai testé un spy mail pour voir en détail ce qu'on pouvait trouver dedans. Donc je me suis envoyé un petit mail, voilà l'interface de gestion et on voit que effectivement le mail n'est pas encore ouvert. Pour faire le test, j'ai forwardé ce mail à deux autres adresses, une adresse d'un ordinateur portable et une adresse d'un téléphone. Et sur le deuxième, j'ai eu une notification de demande de réception, ce que j'ai pas eu sur le premier. Donc ça veut dire que toutes les informations qu'on a sont vraiment différentes d'un ordinateur et d'un environnement à l'autre. Il a bien détecté une ouverture de stat et il a commencé à stocker des datas sur les 3 ordinateurs ou téléphones que j'avais utilisés. Et donc ça a fonctionné, j'ai eu plein de data, j'ai eu trop de data, et trop de data sensibles. Du coup quand j'ai préparé ma presse, je fais non, mais ça je peux pas montrer. Je peux pas montrer, donc ce que je vous montre là, mais allez sur le site de Read Notify et regardez la démo. C'est ce que je propose ici. Donc vous avez tout plein d'informations sur l'ouverture, mais également sur ce qui a été forwardé. On a les fichiers qui sont acceptés, on a les liens cliqués, on sait quand quelqu'un réouvre une deuxième fois. Et à chaque fois qu'il réouvre, j'ai un rapport qui correspond. Là, on voit qu'il y a un extreme examination, et on voit qu'il a ouvert mon doc Word et mon doc XLS. Donc, on a vraiment beaucoup d'informations. Et quels sont les risques liés à ça? Parce que certes, ils collectent de l'information, mais certains pourraient dire que ça casse pas 3 pattes à un canard. Et c'est pas grave. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet de faire de la localisation et de l'identification de personnes. Donc, je peux savoir où est une personne à partir du moment où il ouvre le mail. Alors, quand on dit ça à un marketeur, il fait « Ah, c'est génial, je peux savoir si la personne elle est devant son ordinateur. » Oui, mais ça peut permettre également de savoir si la personne est au bureau ou pas. Si elle travaille en télétravail. Où est cet ingénieur sécurité et où est-ce qu'il habite? Parce que quand il n'est pas au bureau et qu'il travaille tous les jours de la semaine au même endroit, je sais le localiser. Et pour certaines cibles, je peux débarquer et je peux mettre la main sur quelqu'un que normalement je ne peux pas identifier. Ça permet de faire un social engineering qui est vraiment très poussé. Avec son pendant, c'est que ça permet d'avoir des piratages plus efficaces. Et ça permet, et c'est surtout pour ça que ça va être gênant pour nous, et c'est pour ça que ça va changer l'écosystème, ça permet de faire de l'espionnage économique. Donc sur la localisation et l'identification, je veux identifier un fournisseur, j'envoie un mail avec des questions techniques, il va le forwarder au fournisseur parce qu'il ne sait pas répondre, et à ce moment-là, le fournisseur, je sais qui c'est, puisque je sais où il est, et après, c'est très facile à trouver. Je veux savoir quel est le client final pour faire sauter mon interlocuteur médian. C'est simple. J'envoie une liste d'options de prix qu'il va forwarder au client et bingo, je sais qui est le client final, je peux aller le voir en direct. Du coup, ça commence à siffler un peu aux oreilles de certains, je pense. Là, je vois dans la salle, il y a... Donc, ça peut permettre de dévoiler quelles sont certaines sources. J'ai une source qui est incognito, je demande par un journaliste, je lui demande au journaliste que sa source me valide, grâce à l'expertise de sa source, un document, et hop, je vais savoir quelle est la source. C'est juste dramatique en termes de confidentialité. Et ça me permet d'avoir la confirmation de présence sur site d'une cible. Et notamment, si la personne que je regarde, c'est le PDG, dès qu'il est en dehors, je peux envoyer un mail à la secrétaire en disant
Ouais, bon, bah, je suis pas au bureau, comme tu le sais, mais là, j'ai besoin de donner une carte cadeau à quelqu'un. Bah, est-ce que tu peux me gratter le code et tu me le renvoies? Et avec des mails forgés, ça se craft super facilement. Donc en termes de sécurité, c'est vraiment grave. Et ça permet d'établir des schémas comportementaux par rapport au personnel. Donc en session engineering et en piratage, donc on peut faire un mapping complet des adresses d'une société. Il suffit de leur envoyer un mail à chacun. Et on va cartographier avec ça les habitudes. Qui ouvre quand? À quelle heure? Est-ce qu'il y en a qui ouvrent plus vite que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment avec des ordinateurs avec plus de risques de vulnérabilité? Je vais détecter des maillons faibles ou hyper réactifs. Et ça va me permettre, en piratage, de faire un spare phishing optimisé avec tous les paramètres techniques que j'ai déjà récupérés sur ma cible. Je sais qu'elle ouvre des docs et pas des Excel, et ben, mon fichier sera un doc. Et je me ferai passer pour le PDG en disant, ben voilà, tiens, est-ce que tu peux me valider ce document-là ou me corriger rapidement les fautes d'orthographe qu'il peut y avoir dedans? Et ça passe comme dans du beurre. Et en espionnage économique, ben, comme on a le tracking de tout ce qui se passe dans un email, ben, c'est simple. J'envoie ma proposition commerciale et si je sais, parce que je sais avec l'outil, qu'elle n'est ouverte qu'une seule fois et lue qu'une seule fois, ben, j'ai fait plouf. Mon offre n'est pas intéressante. Si par contre je sais qu'il ouvre 5-6 fois, qu'ils impriment l'offre ou qu'ils la forward à la direction, merci LinkedIn, hein, parce que je sais qui sont les supérieurs hiérarchiques et donc je peux savoir qui a reçu le mail. Et donc je peux savoir le degré d'importance qu'ils accordent à l'offre que je leur ai donnée. Et en fait, on se retrouve avec un avantage concurrentiel vraiment déloyal. Ça peut également servir à préparer des négociations. Il y a une société américaine qui avait viré un grand cadre et donc ils avaient envoyé avec un spy mail le mail de licenciement. Et ils se sont rendus compte que le cadre il s'est défendu et il a forwardé le mail à un très très gros cabinet d'avocats qui était spécialisé en juridique sur ces parties-là. Donc du coup, c'était pas on te met à la porte comme un malpropre, c'est je sais qu'on va en baver, et on va faire une négociation et on va raquer, parce que sinon c'est qu'on est mort. Et ça, ils l'ont su grâce à un spy mail. Donc pour une entreprise américaine mais européenne, c'est pareil, on a les mêmes problèmes de sécurité. Les spy mails et les informations qui peuvent fuiter pouvaient sembler pas très importantes, mais quand on les met dans un certain contexte, là on se rend compte que oui, mais en fait, on n'est pas à casser 3 pattes à un canard. Là, c'est un vrai problème de sécurité. Donc comment on peut se protéger des spy mails? Alors ce qui ne marche pas, c'est bloquer le téléchargement des images ou empêcher les clics. Pourquoi? Parce que les clics, la société en a besoin. Et le téléchargement des images, ça peut être contourné. On peut changer les paramètres dans votre browser, ou simplement l'humain peut décider de télécharger les images, et donc c'est une solution qui ne fonctionne pas. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est se débarrasser des trackers qui sont dans les mails et fournir des images propres. Et je vous présente Victor, nettoyeur. Donc en fait, c'est pas Victor, c'est Message Control, qui auparavant s'appelait Mail Control. C'est une boîte américaine qui est spécialisée là-dedans, qui a déposé un brevet pour faire du nettoyage de mail, du nettoyage d'anti-spam, enfin de spy mail, pardon. Donc, ça protège des spy mails, ça t'indique quand un mail a un tracker particulier, et ça te dit quel type de tracker, si c'est un tracker d'ESP ou si c'est un tracker un petit peu plus sournois. Alors c'est clair que cette société-là surfe sur une vague sécuritaire, mais ils ont raison parce que ça correspond à un réel besoin des entreprises. Et comme avec les IA, on était sur un réel besoin des destinataires, là on a un réel besoin de sécurité de la part des entreprises. Et donc, ce logiciel-là fait quoi? Il nettoie. Et après, tout dégage. Donc pourquoi on va finir par être aveugle? Parce que c'est quand même le titre de la conf. Simplement que si le nettoyeur, quand il teste les liens, et qu'il va cliquer donc, sur tous les liens pour regarder si c'est ça derrière, on va avoir tous les liens cliqués, on va avoir une explosion des stats et ça ne voudra plus rien dire. Mais si par contre le nettoyeur, il ne fait que cleaner, parce qu'il sait déjà comment fonctionne un tracker de chacun des ESP qu'il a en data, et il va juste nettoyer les trackers, il va te donner des images qui sont propres, et là tu te retrouves dans le noir complet. C'est pour ça qu'on va être aveugle. Donc les spy mails en résumé, c'est une menace réelle de sécurité pour les entreprises, les personnes et les biens, et là on n'a même pas parlé
de l'IoT, de l'Internet des objets, qui eux aussi sont très très exposés par rapport à ce genre de hacks et de menaces. Alors certes, pas par l'email, mais en envoyant des messages avec un certain format, et vous pouvez hacker les choses. Donc les utilisateurs sont éveillés, ne veulent plus être traqués. Alors là, je vous ai parlé surtout du point de vue des entreprises, mais les utilisateurs particuliers, c'est la même chose. Ils ont déjà mis plein de solutions en place pour ne plus être traqués. Ils feront certainement la même chose par rapport au spam mail. Et c'est surtout que l'écosystème va intégrer ce genre de solutions, donc elles vont se généraliser. Et donc, on a un risque de tous finir dans le noir. Donc ça, c'était la prospective. Maintenant, on va revenir dans le présent. Alors, oui, 30 minutes pour annoncer 2 fins du monde, c'est un peu court, je suis désolé. Mais rien n'est inéluctable. Et notamment par rapport au problème de Deep IA, vous pouvez réagir. Il suffit de décider d'être réellement plus propre. Pas de le dire, mais le faire. Et à ce moment-là, vous ne serez plus pris dans les mailles du filet et vous redeviendrez réellement un dauphin. Donc aujourd'hui, on l'a vu avec plein de conférences, avec BIMI, ARC et autres, les bonnes pratiques sont récompensées. Aujourd'hui, il est temps de passer à des bonnes pratiques, parce qu'aujourd'hui, ça va réellement payer. Il y a 2 ans, quand j'en parlais, oui, bon, on pouvait encore attendre. Aujourd'hui, on ne peut plus. L'IA, elle apprend très vite, et celle de Google, elle est déjà en marche. Donc, est-ce qu'il reste un peu de temps pour un quiz rapide? 3 minutes, ok. Donc, on va faire un peu de gym, parce qu'avec tout ce qu'on a mangé ici, qui était délicieux, hein, mais je ne sais pas pour vous, mais moi je vais faire régime en rentrant. Donc, l'entreprise et la sécurité, il n'y aura qu'une seule question. Vous levez la main si vous avez un firewall. Bien haut. Si jamais vous avez également une connexion VPN, vous levez l'autre main. Et puis si vous avez le reste, vous levez les doigts. Donc un antivirus, un site web en SSL, un anti-spam, des accès biométriques, notamment sur vos téléphones. Vous laissez les mains en l'air. Donc, quasiment, en tout cas tous ceux qui veulent jouer, qui acceptent de jouer, tout le monde a levé les mains, tout le monde a levé les doigts. Maintenant, vont baisser, restez les mains en l'air. Baissent uniquement ceux qui n'ont pas de solution pour protéger leur metadata des spam mail. Si vous n'en avez pas, vous baissez les mains. Il y a... Tu as une solution pour protéger les spam mail ou pas? Non? Donc il y a une personne dans toute la salle qui se protège aujourd'hui. Une personne, alors que vous êtes censé être l'élite de l'emailing quand même. Donc imaginez pour vos destinataires à quel point ils sont protégés. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter sur ces 2 menaces qui pèsent déjà sur le monde de l'emailing, afin que vous puissiez être au courant et réagir pour sauver notre écosystème. Merci. Je ne sais pas s'il faut que tu fasses les dernières conférences. Ça me pose un problème. J'allais vous demander si vous avez passé 2 jours agréables. Je ne préfère pas demander. Je vais passer directement la parole à Régis. Il faut savoir que le MT n'existe que parce que Régis existe. C'est vrai, merci Régis. Régis, s'il te plaît.